Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Hades, la dernière extension pour Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, le jeu de deck building développé par Maxime Babad, édité chez Yoka Baitsume. Donc la boîte que je vous montre, la boîte qui est devant vous, équivaut en taille à la boîte de base. Elle contient, comme la boîte de base, un tapis, de nombreuses cartes, des jetons, des plateaux de jeu, etc., etc. Donc beaucoup de nouvelles choses. Elle comprend également un nouveau mode de jeu en duel, ainsi que de nouvelles mécaniques apportées, notamment par le nouveau tapis et le nouveau matériel. Pour cette vidéo, il ne s'agit pas pour moi de vous présenter une partie complète, mais plutôt un ensemble de rounds de jeu en mode classique, c'est-à-dire que en principe les personnages s'affrontent. Et donc pour ça, je vais jouer en mode schizophrène, c'est-à-dire que je vais sélectionner deux personnages qui vont être censés s'affronter pour vous présenter les différentes mécaniques de l'extension que j'ai déjà testée, que je trouve intéressante, très engageante, mais qui ne comprend pas de mode solo. Cette vidéo sera partagée en deux chapitres. Le premier sera consacré à la mise en place d'une partie avec l'extension Hades, en mode classique à deux joueurs. La seconde partie sera quant à elle destinée à vous présenter des rounds, des tours de jeu complets, afin d'illustrer l'ensemble des mécaniques proposées par l'extension. La mise en place d'une partie qui utilise cette quatrième boîte et cette troisième extension nécessite l'utilisation de la boîte de base et des deux précédentes extensions. C'est un petit peu l'originalité, le pari qu'a fait l'auteur. Donc pour ce faire, j'ai déjà sorti le plateau du jeu de base ainsi que toutes les cartes du jeu de base auxquelles j'ai ajouté les cartes apportées par Asgard et par Poséidon qui s'ajoutent à la réserve, ainsi que 18 cartes contenues dans la boîte Hades, qui nous apporte de nombreux chevaliers d'or notamment, ainsi que des reliques et des cartes rares, des cartes bleu turquoise. Donc on se retrouve avec un énorme tas de cartes. J'avais tout slivé, j'ai tout déslivé, tellement le tas de cartes était énorme. Une fois qu'on avait mis en pochette chacune des cartes, ça faisait quelque chose de monstrueux qui ne rentrait même pas dans la boîte. Donc j'ai tout déslivé. Au niveau du jeu de base, on va utiliser également l'horloge pour cette partie. Et c'est tout. Le reste concerne les joueurs uniquement. On utilise également, pour une partie en mode Hades, des éléments de Asgard. Alors, ce sont des éléments qui sont facultatifs, tels que les épopées, dont le paquet est augmenté par une dizaine de cartes apportées par Hades. Bon, moi, je les mets. On verra bien ce que ça donne. Ainsi que la robe d'Odin, qui n'est pas du tout obligatoire. Là encore, c'est une option que l'on peut utiliser ou non quand on joue à Hades. Même si Maxime, dans les vidéos qu'il propose sur sa chaîne, qui servent à expliquer un petit peu comment on joue, ce qu'il préconise pour certaines mécaniques, eh bien, il explique que lui, il aime bien tout mélanger parce que c'est plus fun, quoi. Donc voilà, moi je sais que c'est vrai que j'aime bien utiliser tous les éléments verticaux proposés par le jeu, donc j'ajoute et je jouerai avec la robe d'Odin pour cette partie. Ça, c'est un des premiers éléments ajoutés par Asgard. Il y aura d'autres éléments utilisés et provenant de la boîte d'Asgard concernant les joueurs. La boîte de Poséidon sera utilisée pour donc fournir des cartes supplémentaires dans la réserve, pour ces jetons d'armes de la balance, qui vont être un élément de jeu utilisable à Hades. Et puis, encore là, pour les standees de chaque personnage qui seront utilisables par les joueurs, mais point sur lequel on reviendra. Ensuite, le matériel apporté par Hades en tant que tel. Il s'agit d'abord et bien sûr de ce deuxième tapis néoprène, qui est exactement de la même dimension que le tapis de base. Donc là, on se retrouve avec quelque chose
complémentaires. Donc là, on se retrouve avec les cieux, hein, l'univers, et puis en bas, le nouveau tapis d'Hadès, lui, symbolise les enfers. Donc on est sur deux mondes opposés, antagonistes, qui amènent une espèce d'approche manichéenne du combat que l'on va vivre dans une partie avec Hadès. Ça, c'est le premier élément de jeu. Donc je vous l'ai dit, on a mélangé des cartes apportées par la boîte d'Hadès, en plus du reste. On va poser sur le plateau des enfers un ensemble de cartes, donc c'est un gros deck, voilà, de 75 cartes, au dos différent de celle de la réserve, qui constitue le paquet qui s'appelle le Styx. Voilà. Et donc ce Styx est posé sur le plateau des enfers à gauche. Une fois le Styx installé, on pioche 4 cartes sans les révéler et on vient les disposer sur les emplacements qui sont à droite du Styx. On laisse l'emplacement totalement à droite du nouveau tapis, car il symbolise la porte des enfers. Et sur cet emplacement, on va venir poser ces tokens là, qui sont des tokens de la porte des enfers et qui vont constituer une espèce de barrière qui empêche des adversaires, donc ces cartes-là, de venir sur l'entrée de la porte des enfers au début de partie, mais on va voir que ça va changer. On place 2 jetons par joueur. Donc là, on va jouer à 2 joueurs, donc 4 jetons sur cette porte des enfers. On a ensuite un ensemble de petites cartes à utiliser. D'abord les cartes capacité avec ce dos qui vont constituer une pioche à côté du plateau, ainsi que des cartes épreuves qui elles aussi sont mélangées et vont constituer également une pioche à gauche du plateau. En début de partie, on pioche 3 cartes qu'on révèle et qu'on dispose sur les emplacements réservés à ces premières épreuves. Ces premières épreuves agissent comme des objectifs qui vont nous permettre d'acquérir, on le verra, certains éléments de jeu. Une fois les éléments du plateau central installés, alors on est déjà sur quand même pas mal de matériel, eh bien, nous allons procéder à la mise en place des plateaux joueurs. Donc les plateaux joueurs proviennent, comme je l'ai dit, essentiellement du matériel fourni par Asgard et puis les standees de Poséidon. Donc initialement, on va utiliser le matériel classique pour chaque joueur, à savoir les 3 jetons énergie, le jeton qui va nous permettre d'indiquer les cartes détruites, le plateau capacité, les cartes apportées par toutes les extensions, donc le jeu de base avec l'armure de base, l'armure améliorée de Asgard, le yoga transcendé apporté par Poséidon, ainsi que les yogas d'argent et les yogas de bronze apportés par Asgard aussi. Donc on a toutes les cartes utilisables pour le personnage. À ces cartes, et pour chaque personnage, on va ajouter, je vais prendre Shiryu, voilà, donc c'est la même chose. Et à ces cartes, on va ajouter une nouvelle armure, donc une armure de bronze avec de nouvelles capacités, donc cette fois elle est or et bronze à la fois. C'est une armure, on va dire, de rang encore supérieur. On voit qu'elle est plus forte que l'armure bronze-argent. On va également ajouter 2 nouveaux héros chevaliers de bronze, mais niveau or, donc avec des capacités encore augmentées. Là, pour Shiryu, on passe à 3 en force, 3 en soin et 2 en cosmos. Il y en a 2. Et enfin, on ajoute également aux cartes disponibles un Shiryu de type héros divin. Voilà, donc vraiment une version extrêmement particulière du chevalier de bronze,
qui sera injecté à certains moments dans le jeu. Il en va de même pour Yoga, puisque moi je vais jouer avec Yoga, hein, comme dans les précédentes vidéos, histoire d'être raccord avec ce qu'on a déjà présenté précédemment. Il est à noter que l'extension Hades amène des cartes pouvant aller dans la réserve et qui symbolisent chaque héros jouable. Donc évidemment, quand on les joue, on n'ajoute pas ces personnages. Enfin, je crois pas. Moi, je ne les ajoute pas à la réserve du coup, puisque je vais jouer Yoga et Shiryu. Voilà. Mais sinon, les cartes existent, donc j'ai mis les autres héros dans la réserve. Ces éléments, on ajoute également les 2 standees tirés de Poséidon. Ces standees vont sur l'emplacement qui correspond à l'entrée de la porte des enfers, enfin à la porte des enfers. Voilà, et c'est leur première position. Et ces jetons, enfin ces standees vont circuler comme ça en direction de l'Elysium en fonction de capacités que nous allons pouvoir activer. Les capacités en question sont indiquées sur de nouveaux plateaux qui vont venir en complément des plateaux capacités apportés par Asgard. Et donc, ils vont venir comme ça dans la continuité. Ces plateaux sont également munis de petits jetons qui vont nous permettre d'activer les capacités dans certaines conditions, mais ça, on y reviendra. Alors, il y a 2 types de jetons. Il y a les jetons numérotés, comme celui-ci, le 5, qui viendrait, dans ce cas-là, sur cette capacité-là. On verra que ces capacités s'appellent des sens, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un jeton sens numéroté. Et là, c'est un jeton éveil, avec les 2 chevrons. Donc un jeton éveil, tout le reste, tous les autres jetons numérotés sont des jetons sens. On verra que ces jetons servent à activer les capacités. Quand on épuise une capacité, on retourne le jeton, il est un peu plus sombre. Voilà, et il indique que la capacité est épuisée. Voilà comment ça marche. Donc on voit que l'ajout sur le plateau joueur est quand même conséquent. On a également un autre token qui va fonctionner un petit peu comme le token pour les cartes détruites. Et là, c'est le token du néant. Et en fait, le token du néant va nous servir à indiquer les cartes du Styx, enfin provenant du Styx qu'on aurait battu. Parce que les cartes du Styx, en fait, contiennent des adversaires, de nouveaux adversaires, avec de nouvelles capacités, contre lesquels on va pouvoir combattre. Quand on les a vaincus, on les met sous ce jeton, au même titre que des cartes détruites de notre deck. Enfin, on a une petite carte d'aide de jeu que je vais mettre de côté, qui peut servir, et il y en a une pour chaque joueur dans la boîte, ce qui va nous permettre de nous référer à ça, parce qu'on va voir que en phase de jeu, eh bien, l'ordre du tour est très enrichi par les apports d'Hadès. Il me reste un seul élément à vous montrer, ce sont de nouveaux jetons. Là, on retrouve les jetons blessures, gel, les jetons plus 1 en PV. Ça, ce sont les jetons énergie, on en a 3 au début. Et là, on a des jetons âme. Voilà, donc là, c'est une nouvelle ressource, on va dire, du jeu que l'on va pouvoir gagner par différents moyens et qui va nous servir à agir dans différentes circonstances que l'on va découvrir pendant la partie. La mise en place est terminée, donc on voit que Hades apporte un matériel conséquent qui dénote forcément de nouvelles mécaniques. Hein. On voit bien que là, l'air de jeu n'est plus du tout le même, qu'on va pouvoir naviguer entre le tapis de base et puis les enfers. Il en est de même pour notre plateau joueur qui est doublé. On voit qu'en plus, ça apporte encore davantage de capacité. Donc notre personnage maintenant est très fourni en options de jeu. On va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça plutôt réussi. Et pour avoir testé, j'aime bien le système qui est proposé. Voilà, c'est pas un scoop. De toute façon, j'adore ce jeu, mais c'est vrai qu'en plus, le complément est bienvenu. Voilà, faut juste s'accoutumer un petit peu pour s'en servir, mais après, ça va tout seul. Et donc, bien, l'idée maintenant, c'est de voir un petit peu comment tout cela fonctionne, sachant que, encore une fois,
il est à repréciser parce qu'il faut que ce soit bien clair. Les modes de jeu proposés dans Hades ne sont pas compatibles avec le mode solo, soit proposé dans Asgard, soit le mode coopératif proposé dans Poséidon. Donc ça limite quand même l'utilisation que l'on peut avoir d'Hades. On est forcément obligé de jouer soit en mode classique, c'est-à-dire en une espèce de course au point, mais sachant que Hades apporte beaucoup d'interactions entre les joueurs, ce qui manquait un petit peu peut-être dans le jeu de base, ou alors véritablement en mode duel, mais là c'est un tout autre jeu avec un tout autre matériel, on n'utilise même plus les, euh, les plateaux personnages, c'est un autre fonctionnement, donc là ça ne va pas faire l'objet d'une démo aujourd'hui, peut-être que je ferai une démo dans quelques temps, si j'ai le temps de m'y appesantir, mais c'est vrai que pour moi le mode duel est moins prioritaire parce que ce n'est pas un mode de jeu que je vais utiliser immédiatement. Mais il existe. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'apport principal de la boîte en réalité parce que on le voit à travers le matériel, donc peut-être je ferai une petite revue en fin de vidéo. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelques tours de jeu afin d'illustrer les nouvelles mécaniques et puis voir comment tout ça s'imbrique, si c'est fluide, si ça apporte quelque chose, et puis découvrir aussi quelques cartes, puisqu'on a quand même deux nouvelles qui sont bien différentes des cartes de la réserve de base, voilà, qui peut-être nous réserve des belles choses. C'est certain, même avec Senseiya. En début de partie, on constitue nos decks comme d'habitude et notre main de départ en utilisant les cartes de base. Donc l'armure de bronze et puis les héros verts. Donc là c'est pour Shiryu, j'ai mélangé son deck rapidement. Vraiment on procède comme une partie classique, il n'y a pas de changement. Et d'ailleurs les tours de jeu vont s'enrichir mais vont être assez proches d'une partie en mode affrontement simple. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour Shiryu. Alors, la limite du mode schizophrène, c'est qu'on n'est pas censé savoir ce qu'on a en main, évidemment. C'est un peu la limite de cette formule de jeu en solo. Mais bon, là, c'est plus pour la démo, hein, on va s'en contenter. Je sais plus si j'ai mélangé. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, nos deux mains sont constituées. Bah, ils ont une main symétrique. Sur le plateau capacité apporté par Hades, on pose donc le jeton éveil et on a par défaut le premier jeton sens, c'est ça, oui, sens, le numéro 5, qui nous permet, lorsqu'on l'active, de réduire de 1 le coût d'un personnage de votre pile entrave. Alors ça, j'ai pas expliqué, la pile entrave, c'est un ensemble de cartes qui va venir s'enchasser comme ça le long du plateau ici, et qui va constituer des désavantages que vont nous envoyer les adversaires. Donc là, en l'occurrence, Yoga enverra des cartes entraves à Shiryu, et Shiryu enverra des cartes entraves à Yoga pour l'empêcher d'avancer. Allez, on démarre, on va déterminer qui commence avec un dé, c'est le plus simple. Ah oui, j'ai pas dit les chiffres. Donc 1, 2, 3, ce sera Shiryu, 4, 5, 6, Yoga. Alors c'est le 1. Donc on va commencer la partie avec Shiryu. Alors ici j'ai mis tous les grades des héros, les cartes de transcendance et les cartes en mode divin, ainsi que les deux armures, puisqu'on en dispose d'une supplémentaire grâce à Hades. Alors comment on joue avec Hades? Eh bien, ce qu'il est important de regarder au démarrage, ce sont les objectifs déterminés par les cartes épreuves qui vont nous permettre d'interagir avec le plateau. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va réaliser un des objectifs notés, par exemple ici dévouement, acquérir une armure, eh bien on va pouvoir activer l'éveil, donc ce jeton en le retournant, et gagner un sens supplémentaire. Quand on gagne un sens, on le pose sur le plateau et il devient disponible pour la partie. Voilà comment ça se passe. Après, je rentrerai dans le détail des fonctionnements des sens, mais grosso modo, voilà comment ça fonctionne. De plus, il faut savoir que
pour évoluer sur le plateau des enfers, c'est-à-dire nous déplacer de la porte des enfers vers l'Élysion, eh bien, ouais, je crois que c'est ça, vers l'Élysion, eh bien, il faut activer tous les sens, parce que c'est le 8e sens là qui nous permet de nous déplacer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous déplacer, donc ça va permettre à notre jeton de venir en face de cartes pour les révéler. Quand on aura révélé ces cartes, eh bien, on pourra les combattre et ainsi activer de nouvelles mécaniques et remporter différents bonus. Et lorsqu'on atteint l'Élysion, eh bien, on active, c'est là où on injecte dans notre deck le héros divin. Voilà, comme ça, vous savez à peu près comment fonctionne globalement le plateau des enfers et les cartes du Styx. Il y a un fonctionnement particulier pour la porte des enfers, mais ça, on le verra en jouant. Alors, c'est d'abord une robe divine de Bennett Nash, uniquement accessible grâce à du Cosmos, mais qui vient sur le 6e emplacement. Ensuite, encore une robe divine. Okay. Ensuite, c'est June du Caméléon. Alors, aucun personnage ne peut être soigné tant que June du Caméléon est sur le terrain. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un jeton vert qui montre qu'elle est toxique, cette femme. C'était ce chevalier toxique. Voilà. Je vais mettre un jeton vert comme ça pour montrer que personne ne peut être soigné. Ensuite, c'est une relique, statuette d'Athéna. Voilà. Oh, déjà, Adélbaran du Taureau, premier chevalier d'or. Donc il va être compliqué à aller chercher, dommage parce qu'il est puissant, je l'adore, cette carte. Et une autre relique encore. Donc c'est le trident de Poséidon, carrément. Alors son effet d'arrivée ne va pas s'appliquer lors du premier tour. Et donc Shiryu commence. On va se remémorer tout ça. Alors, acquérir un personnage en l'affrontant uniquement avec des héros, ça on peut le faire, je pense. Oui, on peut vaincre June du Caméléon. Dévouement, acquérir une armure, ça va être plus compliqué avec. On n'a pas de Cosmos, surtout avec Shiryu. Sacrifice, détruire une de vos cartes. Alors ça, c'est possible. Puisqu'on a l'armure en main. Au démarrage, on détruit une de nos cartes. Alors, du coup, j'ai le choix entre les deux. Mais ça va être beaucoup mieux que ce que j'imagine. Est-ce que je peux récupérer à la fois June avec 3? Et est-ce que je vais pouvoir détruire un de mes personnages? Ah ouais, non, il faudrait que je défausse une carte avec Chevalier du Dragon. Donc je ne vais pas pouvoir faire les deux. Et ainsi priver Yoga de ces objectifs-là. Ouais. Non, je vais pouvoir qu'en faire un. Alors, lequel j'effectue? Je vais jouer déjà mon armure. Ensuite, je vais jouer June, je pense. Donc, avec 3 héros, je réussis à vaincre June qui va dans ma défausse, comme toujours. Comme elle va dans ma défausse, eh bien, je réussis résilience. Donc, acquérir un personnage en l'affrontant uniquement avec des héros, c'est le cas. Et ce qui me donne le droit d'activer mon éveil. Donc, activer mon éveil, ça veut dire retourner le jeton et en appliquer l'effet gagner un sens. Un sens est un jeton numéroté. Activer un sens, ça veut dire prendre un sens qui n'est pas encore sur le plateau et le poser. Il devient immédiatement disponible. Ces sens nous donnent des capacités. Donc là, par exemple, le 6e sens, nous permet de révéler la première carte de notre pioche. Si c'est un héros, placez cette carte dans votre main. On peut activer autant de sens qu'on le souhaite par tour. Donc là, je vais le faire. Je vais activer le 6e sens immédiatement. Je révèle une carte et je sais, puisque j'ai mon armure, que c'est un héros. Donc, je vais récupérer un deuxième Shiryu dans la main. Une fois que j'ai réalisé les épreuves, je ne complète pas. On viendra réalimenter ces emplacements pendant la phase entretien uniquement. Ensuite, il nous reste donc 2 Shiryu en main
et on a joué notre armure. Eh bien, c'est parfait. Grâce à Chevalier de Dragon, nous allons détruire un Shiryu. C'est ça, hein. Utilisez l'effet de votre armure du dragon en ne détruisant qu'un seul Shiryu au lieu de deux. Donc je détruis un Shiryu. Je joue mon armure du dragon et cet autre Shiryu pour récupérer un Shiryu de bronze dans ma défausse. Dans la mesure où j'ai réalisé la destruction d'un Shiryu, je peux défausser sacrifice. Le fait est que j'ai déjà activé mon éveil, donc je ne peux pas la réactiver. Néanmoins, mais je défausse sacrifice, c'est parce que je vais récupérer une carte capacité. Alors, cette carte capacité va nous permettre, alors c'est une explosion d'énergie, capacité recharger un de vos sens ou ignorer les coups autres que l'énergie de vos techniques. D'accord, donc là je pourrais recharger un de mes sens. Alors, l'éveil n'est pas un sens, hein. Attention. Ignorer les coups autres que l'énergie de vos techniques. Ouh, ah oui, c'est assez énorme. Donc là, par exemple, je n'ai pas besoin de blesser ou de défausser un perso. Ah oui, c'est monstrueux. Alors, est-ce que les cartes capacités peuvent être conservées? Les capacités sont un nouveau type de carte qui ne peuvent jamais rejoindre votre jeu. Lorsqu'un joueur pioche une carte capacité, celle-ci doit être conservée face visible devant lui. Un joueur ne peut piocher de capacité s'il en possède déjà 3. La capacité peut être utilisée comme deux façons, soit son effet capacité, soit activer l'effet talent d'une autre carte. Ah d'accord. Donc là, je vais la conserver. J'ai pas d'effet talent pour le moment. Une fois utilisée, la carte capacité est placée face cachée sous la pioche des capacités. D'accord, on avait un jet là-bas. Ok, donc là, c'était un tour riche pour Shiryu, parce qu'il a activé un sens, récupéré un nouveau sens, déclenché son éveil, acheté des cartes, augmenté un de ses héros au niveau bronze, récupérer une carte capacité. J'ai terminé ma phase principale, donc on va passer à la phase entretien. Là, Maxime Baban nous soulage un peu en récapitulant ce qu'on a à faire en phase entretien. Donc d'abord, on doit défausser les cartes jouées. Moi, j'ai joué tout ça. Donc c'est fait. Ensuite, piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Voilà, il doit me rester 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est bien parce que je vais gagner de l'énergie immédiatement. Et je peux remélanger ma défausse. Là encore, on voit l'effet d'accélération. Ouais, c'est vraiment plaisant. Donc, une carte supplémentaire. Ah, c'est mon Shiryu bronze en plus. Ça, c'est très bien. Et dès le deuxième tour. Ensuite, préparer le terrain. Donc, préparer le terrain, ça veut dire manipuler la rivière. Donc, la robe divine sort. Celle-ci rejoint le 6e slot. Et on décale tout le monde, comme toujours. Attention, là, par contre, les effets d'arrivée vont s'appliquer. On a Dauphin. Défausser une carte de votre main. Pour combattre Dauphin, on va mettre un petit jeton pour ne pas l'oublier. Là, l'usage de mes jetons est vraiment indispensable, je trouve, hein, parce que ça me permet d'oublier le moins de choses possible. Ce qui est indispensable vu le nombre d'effets que propose le jeu. Et ensuite, eh bien, c'est Hilda qui fait son apparition. S'il n'y a aucun guerrier sur le terrain, défausser les cartes de la réserve jusqu'à révéler un personnage or qui remplace Hilda sur le terrain. Puis mélanger Hilda dans la réserve. Ah, c'est cool ça comme effet. Est-ce qu'il y a un guerrier sur le terrain? Non, il n'y a pas de guerrier. Ce sont que des chevaliers. Donc là, on va défausser. Et bien voilà. Ah non, c'est un personnage or qui va remplacer Hilda. Là, le guerrier d'Asgard défaussé. Et bah, c'est Bud d'Alcor, hein, qui est à la fois argent et or, qui va remplacer Hilda. Donc Hilda va retourner dans la réserve. Ah oui, donc il faut que je remélange tout le paquet. Ouais, là, les effets de dingue qu'il y a. Donc je vais remélanger ça hors caméra. Donc, avec Bud d'Alcor arrive un saphir, un effet de sortie. Ah ouais,
désolé pour cette petite interruption. J'en ai profité pour remélanger la réserve et Hilda, du coup. Voilà, donc Bug d'Alcor étant arrivé, on passe à l'étape suivante. Préparer les enfers. Alors, les enfers fonctionnent de manière assez analogue à la rivière, parce que lorsqu'il y a un trou dans la rivière des enfers, eh bien, on la complète. Quand il n'y a pas de trou, et dans cette configuration-là, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de carte présente face à la porte des enfers, eh bien, on défausse un des jetons présent, c'est une espèce de verrou de la porte des enfers à la fin du tour. Ensuite, révéler de nouvelles épreuves. Donc là, on complète la zone. Donc cette fois, c'est froid. Gelez une de vos cartes. Ça va intéresser Yoga. Et compassion, soigner un de vos personnages marqués. Alors, Yoga n'a pas de personnage marqué et Shiryu non plus. Pas pour le moment. On peut toujours acquérir une armure. Il y en a une qui est pas trop chère là. Ouais, 2 en Cosmos. C'est une opportunité pour Yoga, je pense. On va voir ça. Voilà. Lorsqu'un guerrier divin arrive sur le terrain, le joueur actif gèle une carte de sa main. Alors oui, là on a le guerrier divin. Ah, il n'est pas guerrier divin. Il n'a pas la mention guerrier divin, Bud Dalcor. Ah mais c'est la première fois que je le remarque. Donc je pense que ça ne s'applique pas. L'effet du blizzard ne s'applique donc pas. Ok, bah ça va arranger Shiryu. Parce qu'il n'aime pas avoir des héros gelés. Réduire votre compteur de 1, ça c'est en mode duel, ça ne nous concerne pas. Recharger vos sens et éveil inactif. Donc là, on réinitialise nos jetons. Et cette fois, la phase d'entretien de Shiryu est totalement achevée. C'est à Yoga. Alors, Yoga va jouer son armure. De toute façon, il la prépare. Ça, c'est le minimum à faire. Et on dispose de 4 héros. Donc, avec 4 héros, il ne va pas faire grand-chose. Il peut attaquer Dauphin, qui l'intéresse potentiellement. Donc il a 3 en force Dauphin, mais il a une double capacité force et cosmos. Pour ça, il faut défausser une carte de votre main pour combattre Dauphin. Là, ça tombe bien, on a 4 héros, donc on va en défausser un. On va jouer 3 héros pour combattre Dauphin. Voilà. Donc là, on a rempli les conditions. Dauphin rejoint Yoga. Très bien. Ouais. Donc là, gelez une de vos cartes, acquérir une armure, soigner un de vos personnages. Là, Yoga est embêté, hein. C'est un peu ce qu'a essayé de faire Shiryu, c'était de ne pas lui laisser trop de latitude. On voit que c'est efficace pour le coup. Yoga ne va pas pouvoir bénéficier de son éveil ce tour. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Non. Non, non, il ne peut pas faire autre chose, il n'a pas d'énergie, il ne peut pas activer le sens. Donc son tour prend fin immédiatement. Donc défaussez vos cartes en jeu. Ok. Ensuite, piochez jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, en plus, c'est que Yoga ne va pas gagner d'énergie. Préparer le terrain. Donc la robe divine sort. La statuette d'Athéna est en zone là, de réduction. Et on alimente le terrain par l'arrivée de nouvelles cartes. Alors c'est June du Caméléon qui arrive. Elle a un effet de terrain qui nous empêche de soigner des personnages tant que June est sur le terrain. Donc on va lui mettre un jeton pour s'en souvenir. Ensuite arrive l'armure du lion. Défausser, blesser un de vos chevaliers en main, puis un chevalier en jeu gagne plus 14. Ça peut intéresser Shiryu fortement. Mais l'acheter à 5 en Cosmos, ça va être compliqué en l'état. Ensuite, on doit préparer les enfers. Donc aucune carte n'est à remplacer, donc un des verrous saute.
Il n'y a plus que 2 verrous. Et on verra ce que ça implique quand tous les verrous ont sauté. Enfin, révéler de nouvelles épreuves. Aucune n'a été défaussée. Réduire votre compteur, ça ne nous concerne pas. Recharger vos sens. Le gars n'a pas fait appel à ses sens pour l'instant. On passe tout de suite à Shiryu. Alors, acquérir une armure, est-ce qu'il pourrait le faire? Non, non, il n'y a que 1 en Cosmos, c'est hors de question. Geler une de vos cartes, ça me paraît compliqué. Mise en jeu, blesser un Shiryu de votre main et piocher une carte. Ça peut être pas mal éventuellement. Parce que blesser des Shiryu, c'est tout de suite plus intéressant. Soigner un de vos personnages marqués, ouais, ça peut me permettre en plus de jouer ça. Donc on va faire ça. Je vais jouer mon Shiryu du dragon là face à June. Parce que je vais cibler June. C'est la plus accessible. Mise en jeu, blesser un Shiryu de votre main. Du coup, j'effectue compassion. Ah non, pas encore. Pas encore. Moi, je soigne un de mes personnages. Donc, je vais continuer à attaquer June avec un autre Shiryu, puis un autre. Donc là, je suis bien à 3 en force, comme il convient. June est battue, elle rejoint la défausse de Shiryu. Le jeton, j'en ai plus besoin. Il me reste un Shiryu en main. Je m'en sers pour soigner le Shiryu blessé. Ce qui me permet de remplir l'objectif de compassion. Soigner un de vos personnages marqués. Que je défausse. Comme je soigne un de mes personnages marqués et que j'ai effectué une épreuve, je peux activer mon éveil, gagner le 7e sens. Alors le 7e sens me permet d'augmenter le niveau de Cosmos. Alors là, il y a une erreur d'édition, on ne voit pas le symbole de Cosmos, il n'apparaît pas. Mais donc, un héros en jeu gagne 1 point de Cosmos, ce qu'on peut voir là chez Shiryu. Ouais, on le voit ici chez Shiryu. Donc, il manque l'icône, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ils ont pu faire, les types, ils ont dû utiliser un fichier qui n'était pas finalisé. Bon, c'est vraiment dommage qu'il y ait ce genre de petits problèmes. Alors, je mettrai un point bleu, c'est pas très grave, ou alors peut-être qu'on aura. Peut-être que l'éditeur va nous envoyer un correctif, j'en sais rien. On verra. Quoi qu'il en soit, Shiryu a gagné un nouveau sens. Il va, dans le même temps, utiliser le 6e sens. Il lui permet de piocher. C'est un Shiryu en main. Il prend en main. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Rien de vraiment bien important. Recharger un de vos sens ou ignorer les coups autres que l'énergie de vos techniques. Alors là, je pourrais recharger le 6e sens et le réutiliser du coup. Ça me permettrait de repiocher éventuellement une carte. Pourquoi pas, hein? Ouais. Non, je ne vais pas le faire maintenant, je vais garder ma capacité pour l'instant. Je défausse ce dernier Shiryu. L'avantage, c'est que ça fait tourner mon deck. Donc on passe à une phase d'entretien. Je défausse toutes nos cartes. On va reconstituer la main de Shiryu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il a de l'énergie. Il a une capacité. Un sens de plus. On prépare le terrain. Donc la statuette d'Athéna sort. Elle n'a pas d'effet spécifique de sortie. Aldébaran du Taureau arrive en zone de réduction. Pédant de Poséidon, Bud d'Alcor le suit. Et ensuite apparaît une nouvelle robe divine. Intéressante. Défausser une carte, puis jouer l'une après l'autre les 2 premières cartes de votre pioche. Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien. J'aime bien les robes divines. Souvent, elles ont des effets intéressants, un peu aléatoires, mais intéressants. Et puis, on voit apparaître Fenrir d'Aliot.
C'est un guerrier divin cette fois. Donc je l'ai une carte de la défausse. Donc guerrier divin qui arrive, qui a sur lui un saphir, bien sûr, un effet de sortie. Et donc, comme c'est un guerrier divin, le blizzard va s'appliquer. Lorsqu'un guerrier divin arrive sur le terrain, le joueur actif gèle une carte de sa main. En l'occurrence, le joueur actif là c'est Shiryu. Donc il va geler un Shiryu. Que je vais garder d'une. Alors, ça m'arrange pas de geler un Shiryu, bien sûr. Shiryu joue avec les blessures, et pas avec le gel. De plus, ça le démunit d'une carte pour le prochain tour. Mais bon, on va s'en arranger. On prépare les enfers, donc là, il n'y a pas de changement. On déverrouille encore la porte. On révèle de nouvelles épreuves, donc cette fois, c'est puissance. Donc pour remporter cette épreuve, il faut dépenser 1 d'énergie. Ça ne va pas encore arranger Yoga, qui n'en a pas sur lui. Réduire 1, rechargez vos sens. Donc là, éveil et les sens sont rechargés. C'est bon, on a terminé ce tour. Donc c'est au tour de Yoga, j'ai ajouté un jeton là pour indiquer le tour en cours. Ça me permet de suivre si je suis interrompu. Yoga a 5 héros en main. Alors avec ça, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, alors il a son armure de préparer, hein. Par contre, sur la rivière, il ne peut pas faire grand-chose. Des épreuves, il faudrait geler une de vos cartes ou dépenser 1 d'énergie. Alors, il faudrait que je me débrouille pour avoir à piocher, pour pouvoir dépenser 1 d'énergie. Comment je peux faire ça? Détruisez 2 yogas identiques de votre main, défaussez une de vos cartes en main. Ouais. Ah, mais je le blesse pas. D'accord. Ah, j'ai pas beaucoup de latitude là. Bon, ça va être limité pour Yoga. Donc il va donc défausser une de vos cartes en main pour jouer l'armure et détruire donc un Yoga du signe. Et pouvoir augmenter son niveau de héros. Ça c'est pour sa première action. Il lui reste 3 Yoga. Mais je crois qu'il ne va rien pouvoir faire avec. Non. Non, parce qu'il n'a pas activé de sens. Ouais, il est un peu paralysé lui, hein. Il va pas vraiment pouvoir faire quelque chose là. Donc ce coup-ci, il va défausser. Et puis on va passer à une phase entretien. Alors, phase entretien, défausser vos cartes en jeu, c'est fait. Piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc là, cette fois, il gagne 1 en énergie. Ouais, la partie débute mal pour Yoga. Shiryu est en train déjà de le mettre dos au mur. Shiryu est extrêmement puissant, puis il avait l'initiative, forcément. Pas lui laisser de champ libre. Quelqu'un d'extrêmement vif et d'extrêmement intransigeant. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il a encore son armure sur lui. Ça va pouvoir servir. Ensuite, on prépare le terrain. Donc là, Adalbéran sort. Comme il sort, eh bien, la flamme sur l'horloge va s'éteindre. Flamme du taureau. Flamme du taureau, c'est celle-là. Qui s'éteint. Trident de Poséidon arrive dans cette zone. Bud d'Alcor arrive là. Mais alors, Bud d'Alcor n'est pas un guerrier divin. C'est ça qui est bizarre. Et je crois que je l'ai toujours traité comme un guerrier divin. C'est juste un guerrier en fait. Donc en fait, ce personnage avec Hilda, il n'est pas récupéré par Hilda du coup. Mais non. Non, non, elle récupère que les guerriers divins. Ouais, bah je crois que j'ai fait l'erreur depuis le début en fait. Et donc c'est Athéna qui arrive sous une autre forme. Donc arrivé, chaque joueur gagne un sens. Ah oui, donc là c'est une carte fournie par Hadès. Donc chaque joueur gagne un sens, ça va aider
grandement Yoga, et beaucoup aussi Shiryu, puisque lui c'est son 8e sens, donc il va être à même de se déplacer dans les enfers. Ensuite, on prépare les enfers, ça fait sauter le dernier verrou. Alors quand le dernier verrou saute, là il y a un effet, et donc tout est résumé correctement en fonction du cas de figure dans le livret de règles. Donc si au moins un emplacement des enfers est vide, là c'est le cas, il y a un emplacement des enfers vide, décaler toutes les cartes restantes dans les enfers vers la droite, puis compléter les enfers. Donc là, clac, toutes les cartes viennent glisser vers la droite, une nouvelle carte arrive, euh, et la particularité c'est que dès qu'une carte fait face à nos personnages, elle est immédiatement révélée. Donc en fait, on va voir un personnage des enfers apparaître. Donc là, c'est un garde-squelette, un spectre. Alors c'est l'occasion de regarder un petit peu comment fonctionnent ces cartes. Donc elles sont possiblement détruites. On parle d'anéantissement dans ce jeu, c'est-à-dire quand on anéantit une carte des enfers, eh bien on utilise la force et on vient la poser sous le jeton néant. Mais à la différence du jeton destruction, le jeton néant nous permet de comptabiliser les points accumulés, les points de victoire accumulés en fin de partie. Si on réussit à vaincre ce personnage, on va gagner un bonus d'âme qui apparaît quand il y a lieu, qui apparaît en bas à droite. Là, il n'y en a pas, mais parce que c'est un garde-squelette. Mais sinon, il y en a. Ça, c'est son coût en âme. Si on veut envoyer ce personnage dans la pile des entraves des autres joueurs, d'un adversaire. Et on reviendra sur ce modèle, enfin sur on reviendra sur ce fonctionnement un peu plus tard. Ensuite, en bas, on a l'effet d'entrave. Donc c'est l'effet en violet là, clair, qui s'affiche lorsque la carte est dans la pile d'entrave d'un personnage. Et sinon, on a un effet des enfers, donc c'est un effet de terrain propre au plateau des enfers, qui là va s'appliquer tant que la carte est dans les enfers. Donc là, les autres personnages des enfers ont l'effet de sortie, le joueur perd 1 d'énergie. Donc on va l'indiquer tout de suite. Donc ça, c'est un effet permanent. On va indiquer comme ça. Et donc les autres cartes auront un effet sorti. Donc je vais mettre un petit jeton jaune dessus pour le rappeler, pour m'en souvenir. Voilà, ça nous donne un premier aperçu. Donc voilà, on est dans une nouvelle configuration. Et on voit désormais apparaître des personnages issus du Styx. Ensuite, rechargez vos sens. Yoga n'avait pas utilisé ses sens. En fait, il n'en avait pas la possibilité et le 6e sens est apparu en phase d'entretien. Donc, il ne pouvait pas jouer avec. Ce qui met fin à son tour, déjà. Là, on voit hein, le tour de Yoga. Pourtant, il n'a pas fait grand-chose, mais il était long. La phase d'entretien est toujours aussi riche. On va passer à Shiryu et à un nouveau tour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme épreuve? Geler une de vos cartes. Acquérir une armure. Dépenser une énergie. Alors, Shiryu a une énergie à minima. Acquérir une armure, potentiellement il y a des armures. Il y en a 2, notamment la robe divine là, mais il faut 4 en cosmos. Est-ce qu'on a 4 en cosmos? Donc là, 1 en cosmos avec June, 2 avec l'armure. Il va tout de suite jouer son armure, ça c'est sûr. Après, il a une capacité, recharger un de vos sens ou ignorer un coup autre que l'énergie. Alors après en sens, je peux faire en sorte qu'un héros gagne en jeu plus 1 en cosmos. Est-ce que ça peut me servir? Oui, je pourrais cumuler donc 1, 2, et avec June 3 en cosmos. Ouh là 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 là, 3 en cosmos, ça me permettrait éventuellement de récupérer le trident de Poséidon, quoi. Carrément. Alors que permet le trident? À votre tour, vous pouvez placer un jeton -1 sur cette carte, 3 max. Vous pouvez retirer le jeton -1 PV de cette carte pour réduire d'autant le coût d'un marina en force ou en cosmos, puis défausser le trident de Poséidon. D'accord, donc ça nous permet de battre plus facilement des généraux marina.
Ça peut être intéressant, il y en a des forts, hein. Donc qu'est-ce que je le prends? Sinon, avec 3 en cosmos, ouais, j'ai que 3. J'ai 3 et là, avec l'énergie, qu'est-ce qu'il peut faire? Je peux activer la colère du dragon, donc gagner plus 2 en force. Donc en force, j'aurai combien? En force, j'ai que 3 joueurs. Ah oui, parce que j'ai joué, d'accord. Parce que j'ai joué l'armure. Donc en force, j'ai 3. Donc si je dépense 1, ça fait plus 2. Donc ça fait 4. Ouais, c'est pas très intéressant. 4, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ouais, non. Je vais pas atteindre le maximum. Par contre, j'ai aussi la possibilité, puisque Shiryu est devant la porte des enfers gardée par le garde squelette, et bien là je peux lutter, je peux me battre contre le garde squelette éventuellement. Est-ce que ça m'amène quelque chose? 2. Oui, ça me rapporte un point de victoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce garde squelette, je vais le mettre dans le néant, il va pas venir polluer mon deck. Bon, le trident non plus, cela dit, puisque c'est une relique, elle reste en jeu, tout simplement. Ouais, je vais peut-être aller chercher le trident. D'autant que le garde ne me rapporte pas les âmes. Ici, on verra que les âmes, c'est très important. Et là, il ne m'en rapporte pas. Je vais chercher le trident, donc pour 3. Ouais, ça m'oblige à jouer mon sens numéro 7 pour gagner 1. À défausser mon armure. 2. Je joue June pour gagner le trident de Poséidon. Donc il vient là. Je l'active. Ok. À mon tour, je peux placer un jeton moins 1 PV. Je vais le faire. Quand il y en a 3, je peux utiliser le trident. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore? Il me reste 2 Shiryu. Je peux activer mon 6e sens pour révéler la première carte de ma pioche. Je n'ai plus rien, donc je gagne une énergie. Je vais faire tourner ma pioche. Voilà. Et si c'est un héros, je le prends dans ma main. Non, c'est mon armure, donc je la défausse. Par contre, je la défausse et je dois épuiser mon éveil. Ce tour. D'ailleurs, je vais utiliser mon sens numéro 8. Défausser une de vos cartes. Voilà, je vais défausser un de mes Shiryu. Pour déplacer votre pion héros sur un des emplacements, d'un emplacement dans la porte des enfers. Donc voilà, je vais me déplacer de 1, ce qui fait qu'immédiatement je révèle un nouvel adversaire. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Cube de Dullahan. Donc il a toujours l'effet sorti lié au garde. Et il a un effet d'entrave. C'est un spectre. Alors lui par contre rapporte un dame si je réussis à le vaincre. Là en l'occurrence je n'ai plus qu'un seul Shiryu, donc ça va être difficile. Donc je vais défausser ce Shiryu pour soigner, pour dégeler partiellement le Shiryu gelé. Donc là j'ai activé tous mes sens, sauf le 5. Qui pour le moment ne m'est pas utile. J'ai réussi à me déplacer, par contre je n'ai pas réussi à remplir des preuves. Dépenser, bah non, je n'ai pas dépensé. Acquérir une armure non plus. Geler une de vos cartes non plus. Okay. D'accord, non j'ai acquis le trident, c'est pas une armure. Bien, c'est la fin du round de Shiryu, donc il va tout de suite défausser les cartes jouées d'une là-bas. Reconstituer sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous donne 5 Shiryu, dont 1 niveau bronze. J'ai toujours 2 énergies, ça c'est très bien. Ensuite, on va préparer le terrain. Donc là, c'est Bud d'Alcor qui sort. Donc la première
Le premier saphir va sur la robe d'Odin. Arrive aussi un premier sablier sur le blizzard. S'applique l'effet de sortie de Bud d'Alcor. Chaque joueur détruit ses guerriers divins marqués. Moi, j'en ai aucun, forcément. Et donc, Bud d'Alcor quitte la partie. Je vais glisser tout ça. Et apparaît. Alors, apparaît Milo du Scorpion, pardon. Il n'a pas d'effet d'arrivée. Donc, c'est un chevalier d'or. C'est une carte apportée par l'extension. Très belle carte. Avec 8 en force et 8 en cosmos. Et une nouvelle relique, le chapelet de Shaka. Qui permet de gagner des âmes supplémentaires lorsqu'on détruit un personnage du Styx. Ça peut être intéressant, ça coûte 4 en cosmos. Mais ouais, ça peut être intéressant pour augmenter les gains en âme. Et donc le potentiel d'attaque qu'on peut faire à un autre personnage. Donc maintenant, on renouvelle les enfers. Alors là, la particularité, on est dans une autre situation. Puisque cette fois, il y a une carte partout. Donc si au moins un emplacement des enfers est vide, non. Si tous les emplacements des enfers sont occupés et qu'il y a des verrous sur la porte des enfers, non. Si tous les emplacements des enfers sont occupés et qu'il y a une carte à la porte des enfers, le personnage de la porte des enfers est placé dans la pile d'entrave du joueur actif. Ouh, ça, j'avais pas compris ça. Ah ouais, j'aurais su, je l'aurais attaqué. Donc en fait, ce personnage va dans la pile d'entrave de Shiryu, donc c'est le tour. Ce qui signifie que désormais, cet effet-là, entrave, donc violet clair, s'applique pour Shiryu. Il va perdre, s'il ne se débarrasse pas de ce garde squelette, il va perdre une énergie à chaque tour. Oh là là, c'est méchant ça. Et ouais, en fait, on est entravé par les enfers. On devient les victimes. Donc bien sûr, considérant que le personnage est sorti, son effet ne s'applique plus. Il n'y a plus d'effet de sortie à appliquer par les autres. Ensuite, est-ce que je complète les enfers? Je pense que oui. À la fin du tour, les enfers sont préparés selon l'un des 3 cas. Donc si tous les emplacements des enfers sont occupés, qu'il y a une carte aux portes, le personnage à la porte des enfers est placé dans la pile d'entrave du joueur actif. Et autant, et autant de verrous que son grade sont ajoutés à la porte des enfers. Oui, alors, il n'a pas de grade. Donc on n'ajoute pas de verrous. Ben non, parce que c'est un garde squelette, il n'est pas du tout gradé. Alors les grades, on le voit là, ce sont les petits losanges, ici. Donc lui, si il était sorti, on aurait mis un verrou là, un grade ici, pour refermer la porte des enfers. Mais là, c'est pas le cas. Le garde n'en a pas. Oh, c'est pas mal comme effet. Alors ça, est-ce que ça signifie que je doive faire glisser les cartes? Je pense que oui. Dire que les portes sont ouvertes, hein, ça me paraît logique thématiquement. Donc comme les portes sont ouvertes, clac, toutes les cartes glissent. Une nouvelle carte arrive du Styx. Là, le personnage... Alors, est-ce que ça, c'est logique? Préparer les enfers. Ah, j'ai un doute là sur cet effet, mais je pense que c'est ça. Et donc là, on révèle Sylphide du Basilic face à Shiryu, alors que le cube du Lahan est face à Yoga. Ouais, ça me paraît cohérent. Bon, je ne sais pas trop en termes de timing si je devais faire glisser tout de suite les cartes, mais je pense que ça revient un peu près au même. Alors, je n'ai pas parlé de ces symboles là qui sont des bonus à appliquer lorsque un joueur attaque un personnage des enfers qui lui fait face directement. Si jamais Shiryu attaque le cube, ce qui est possible, hein, un joueur peut attaquer le personnage qui lui fait face ou tous les personnages qui sont plus près de la porte en fait, parce qu'ils sont censés être dans son environnement, donc on peut les attaquer, mais le bonus s'applique uniquement au personnage qui lui fait face. Par ailleurs, là on voit qu'il y a 2 bonus avec un slash, donc on choisit l'un des 2 bonus. Dans le cas présent, si je combats la Sylphide du Basilic, soit je gagne une âme en plus si je réussis à le vaincre, donc là ce serait 2 plus 1,
soit je choisis de l'affaiblir avec -1 en force, donc là ce serait 6 -1, 5. Donc voilà, il y a plein de petites subtilités dans ce cas-là, parce qu'on est directement en contact avec cet adversaire et on peut taper plus fort dessus. Révéler de nouvelles épreuves, on n'a pas touché aux épreuves, donc c'est réglé. Rechargez votre réveil et vos sens. Là par contre, oui, c'est d'actualité pour Shiryu. Ça met fin au tour, voilà. C'est qu'on va procéder à un nouveau tour avec Yoga, ce qui complétera la manche. Et puis, on se retrouve ensuite pour terminer sur une petite conclusion et mettre fin à la vidéo. Donc c'est donc à Yoga, cette fois, de jouer. Yoga est pas en très bonne posture pour l'instant, mais bon, il n'a pas d'entrave. Alors, en main, il a son armure qu'on va jouer immédiatement, ce sera fait. Il lui reste 4 guerriers. Il fait face au cube du Lahan. Il faut 4 pour le vaincre, mais comme il lui fait face, il a accès à ce bonus-là. Donc avec 3, il peut réussir à le vaincre facilement. S'il bat le cube de Lahan, il lui apporte alors 1 PV, enfin il y a des conditions pour des points de victoire. Là, c'est la valeur en points de victoire quand on cumule ses cartes sous le jeton néant. Donc là, elle va y aller, hein, puisqu'il va battre le cube. Et il va lui rapporter 1 en âme aussi. Donc il va le faire, je pense. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Je ne pense pas. Il n'a pas de... Non, il n'a pas de Cosmos. Et dans la rivière, là-bas, on a du Cosmos essentiellement. Ou alors c'est Milo du Scorpion, mais avec 8. Fenrir avec 7. En force sont complètement inatteignables. Donc il va taper sur cube de Dulan. Pour ça, il lui faut 4 -1. Donc 3 en force. Cube de Dulan est appliqué. Il n'y a aucun effet là qui s'applique. Comme ce personnage est anéanti, il va sous le jeton néant, en dehors des PV, donc il rapporte 1 en âme à Shiryu. Donc voilà, les jetons âme sont ceux-là. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un effet. Lorsque Sylphide du Basilic est arrivé, il avait un effet d'apparition, ce qui correspond peu ou prou à un effet d'arrivée. Mais dans les enfers, et quand il a un effet d'apparition, on doit l'appliquer, donc enfin on l'applique immédiatement. Donc défausser les armures or en jeu et sur le terrain, puis compléter le terrain. Alors en jeu, on n'a pas d'armure or. Par contre, sur le terrain, il y en a 2. Donc l'armure du lion sort, la robe divine aussi. Et on doit compléter le terrain. Ce qui signifie que Fenrir d'Aliot glisse. Alors ça ne change rien là, en termes d'accès pour Yoga. Mais peut-être que j'aurais fait d'autres choix en fonction de ce qui va apparaître. Bon, là, c'est une autre armure d'or, les écailles de Lumiade. Donc elles sont inatteignables pour le moment. Et c'était un chevalier des flammes. J'aurais peut-être pu aller le chercher avec Yoga. Mais là, tant pis, c'est pas grave. Voilà, mais c'est vrai que du coup, on a plus d'effets d'apparition et d'arrivée qui se manifestent potentiellement. Donc attention à ça. Bon, là, je l'ai oublié. Mais bon, au fur et à mesure, on prend l'habitude. Il faut vraiment jouer doucement au départ pour essayer de ne rien louper. Il me reste un yoga en main. Je ne vais pas pouvoir en faire grand chose. Éventuellement, j'ai un en cosmos. Je peux utiliser la poussière de diamant en défonçant 1 d'énergie, ce qui me permettrait ouais, de remplir puissance. Mais pour ça, il faudrait que ça me serve. Or, ça ne me sert pas vraiment parce que là, le chapelet de Chaka faut 4, Athéna 5, la 8. Ouais, donc là, et le chevalier des flammes n'a pas de cosmos. Si le fil du basilic n'est pas atteignable pour Yoga qui ne s'est pas encore déplacé. En revanche, ah non, j'ai pas le sens numéro 7. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser mon 6e sens quand même. Ah oui, donc je vais le faire. Donc, révéler la première carte de votre pioche. Ce n'est pas un héros, donc je défausse. Et du coup, j'épuise mon éveil. Mon 6e sens n'a pas fonctionné. Bon, bah, je vais simplement défausser mon yoga et mettre fin
à ce tour. Voilà. J'aurais bien voulu vous montrer comment fonctionnent les entraves, donc ce que je vais faire une manche supplémentaire. Avant ça, on va procéder à la phase entretien. Donc phase entretien pour yoga, on défausse. Ensuite, on reconstitue le terrain. Donc là, un nouveau saphir rejoint la robe d'Odin. Un sablier vient sur le blizzard. Fenrir sort et chaque joueur gèle une carte de sa main ou défausse un chériu en main. Alors, lui, il va geler une carte de sa main, mais je n'ai pas encore reconstitué sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va geler un yoga normal. Donc ça, c'est plutôt utile pour yoga, hein, qui fonctionne avec les cartes gelées. Après, ça limite sa main, forcément. Et pour Shiryu, Shiryu va défausser un chériu de sa main. Voilà. Simplement, ça m'évite de geler un chériu, ce qui ne me sert pas à grand chose. C'est ça, hein. Chaque joueur gèle une carte de sa main. Voilà. Et donc Fenrir sort. Athéna vient là. Et on va voir apparaître une nouvelle carte. Ici, c'est Astérion des chiens de chasse. Pas d'effet d'arrivée particulier. Ensuite, Sylphide du basilic, dans la mesure où il y a un espace, rejoint l'entrée de la porte des enfers. On alimente les enfers. Donc Moses de la baleine. Alors ça, c'est une carte qu'on a aussi dans la réserve. Mais là, il est en version enfer. Mais il a un effet sortie, pas apparition. Donc, par contre, son effet sortie, défausser les cartes or et prestige du terrain, puis compléter le terrain. Alors ça, c'est s'il sort. On va le noter ici. C'est assez difficile à vaincre. Puis on complète les enfers, bien sûr. Dans la mesure où il y a une carte... Ah, non, non. Si au moins l'emplacement des enfers est vide, c'était le cas, d'écaler toutes les cartes restantes vers la droite, puis compléter les enfers. Compléter les enfers consiste à ajouter des cartes depuis le dessus du Styx. Ouais, d'accord. Donc là, en fait, Sylphine n'attaque pas, même s'il est visible dans la porte des enfers. À la porte des enfers, il n'attaque pas Yoga, hein. Il aurait fallu qu'il soit présent au moment du début de la manipulation des enfers, donc c'est pas le cas. Enfin, révéler de nouvelles épreuves, aucune n'a été réalisée, et recharger vos sens. Ça, par contre, pour Yogi, on va le faire. Il recharge son éveil et son sixième sens. Voilà, c'est la fin de son tour. Donc, je vais finalement reprendre une nouvelle manche pour voir comment fonctionne le garde-squelette quand il est dans les entraves. Quel est l'effet là? À la fin de votre tour, perdez 1 en énergie. Ah d'accord, c'est à la fin de mon tour. Je vais me mettre un petit jeton pour y penser. Ouais, je vais mettre ça pour penser à jouer ça. Ok, donc c'est à la fin de mon tour. Pour le moment, j'ai mon énergie disponible. Donc, Shiryu. Shiryu n'a pas grand-chose du coup en main. Il a 4 persos, dont un en Cosmos. Il fait face à Moses de la baleine, mais il a 2 en énergie. 2 en énergie, ce qui signifie que s'il blesse une carte, un Shiryu peut gagner 2 en combat. Un chevalier dragon, mais j'ai pas d'armure. Là, ce que je vais faire, je vais activer mon sixième sens pour piocher une carte. Alors, hop. Ouais, c'est un Shiryu, donc je peux le laisser dans ma main. Ça, c'est top. Ça me fait 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5. Si je blesse un Shiryu, un de mes Shiryu gagne 2. Ça veut dire que là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas mal ça. Donc je fais ça. Je peux gagner aussi du... Avec le septième sens, je peux gagner du Cosmos. Alors, si je veux battre Moses de la baleine, il me rapporte 2 en PV, 3 âmes, c'est bien, hein, 3 âmes. Je ne vais pas essayer de battre Sylphide du basilic parce qu'il va attaquer en fait Yoga du cygne. Alors, non, ah non, il va m'attaquer moi.
Ah oui, non, il va attaquer Shiryu en fait. Hum, ouais, c'est ça. Si tous les emplacements des enfers sont occupés et qu'il y a une carte à la porte des enfers, le personnage de la porte des enfers est placé dans la pile d'entrave du joueur actif. Ah ouais, puis lui c'est 3. Il est costaud. Recevez un jeton -1 lorsque vous gagnez un sens. Ah ouais, j'aime pas ça. Ouais, donc non, je vais taper sur Sylphide du Basilic à ce moment-là. Hein, avec Shiryu, là j'ai le droit. Je peux taper sur lui ou sur lui, mais je ne gagnerai pas le bonus. En revanche. Donc, je vais blesser un de mes Shiryu pour qu'un de mes Shiryu gagne +2. Donc lui, il va gagner +2, donc il a 3. Je vais attaquer Sylphide du Basilic. Donc 3, 4, 5, 6. Je vais vaincre Sylphide du Basilic. Il me rapporte 2 en âme. Donc celui-ci, je ne le mets pas dans mes entraves, mais bien sous mon jeton néant. Et je prends 2 en âme pour Shiryu. Ensuite, oui, par contre, j'ai dépensé 1 en énergie. Alors, la difficulté là. J'ai joué quoi? Ouais, mise en place. Blesser un Shiryu de votre main, je l'ai fait. Donc je peux piocher une carte. Voilà. Et c'est June du Caméléon. Ensuite, un héros gagne +1. Réduire de 1 le coût d'un personnage de votre pile d'entrave. Donc là, ma pile d'entrave, donc c'est une force. Donc je vais activer mon 5e sens. Je vais réduire de 1 la force de ce garde-squelette, ce qui fait que grâce à June, je l'attaque pour le détruire. Quand on attaque une carte qui est dans sa pile d'entrave, eh bien, on l'anéantit. Donc celle-ci rejoint notre pile du néant. Voilà, ce qui va éviter que son effet où je perds de l'énergie s'applique. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on voit comment fonctionnent les entraves. Donc c'est beaucoup d'options en plus. Tant que j'y pense, il me reste le trident du Poséidon à charger. D'un autre point. Donc ça c'est si je tombe sur un général Marina. Et voilà, je n'ai plus de cartes. J'ai utilisé de l'énergie, donc je peux récupérer cette épreuve, puissance, que je défausse. Comme je la défausse, j'ai le droit d'utiliser mon éveil. Et comme j'ai déjà tous mes sens, eh bien, je vais piocher une autre carte capacité. Alors cette fois, c'est vous pouvez utiliser une technique supplémentaire. Ah oui, parce que c'est une par tour. Donc là, je peux en utiliser une autre si je veux. Ok. Je me souvenais pas que c'était une par tour, ou alors là, ça m'a échappé. Bon, quoi qu'il en soit, ok, c'est une capacité que j'ai dans les mains. Donc on a vu un petit peu comment fonctionnait la pile des entraves et comment on pouvait interagir avec. Donc on va mettre fin à son tour. On va repasser au tour de yoga et cette fois par contre je mettrai fin à la vidéo. Reconstitue la main de Shiryu qui va regagner 1 en énergie. Un, 2, 3, 4, 5. Ah d'accord, il a 2 June. J'avais pas fait attention. Ensuite, on rétablit, enfin on reconstitue le terrain. Donc Athéna sort, elle n'a pas d'effet de sortie. Milo du Scorpion arrive. Une carte apparaît et c'est l'armure du bélier. Dans les enfers, il y a une place, donc Moses de la banane avance. Ici, nouvelle carte arrive, c'est Valentine de la harpie avec un effet d'apparition. Chaque joueur place dans sa main un de ses personnages gelés. Ouh. Donc là, c'est un effet positif. Donc Yoga récupère un Yoga et Shiryu récupère un Shiryu. Ah, c'est énorme ça, j'adore.
Ici, on va compléter le terrain, mais il n'y a pas de héros présent, donc on ne révèle pas. Et voilà. Ensuite, révéler de nouvelles épreuves, bien sûr. Et là, cette endurance, placer un personnage sous le Styx. Placer un personnage sous le Styx. Ouh, c'est dur à faire ça. Je ne sais plus, je me demande si c'est pas quand on le détruit. Il faut que je vérifie ça, et ça se trouve, le garde là va rejoindre le personnage sous le Styx, ça nous donnera l'illustration, mais par contre, bien sûr, je ne remporterai pas cette épreuve, hein. Ouais, donc c'est bien ça. Vous pouvez affronter un personnage de votre pile d'entraves, donc là c'était le cas avec le garde squelette. Avec son coup en force, lorsque son coup est atteint, vous pouvez gagner les âmes indiquées en bas à droite, donc là il n'y avait rien d'indiqué en bas à droite. Puis la placer, donc puis placer la carte face cachée sous le Styx. Ouais, donc en fait il ne vient pas dans ma pile du néant, mais sous le Styx. Et donc c'est cet effet-là qui permet de d'effectuer Endurance. Mais là, bien sûr, ce n'était pas possible puisqu'Endurance vient d'apparaître dans la phase d'entretien. Ok, mais enfin, au moins, ça illustre le propos. Rechargez vos sens et votre réveil. Eh bien, c'est tout bon. On va pouvoir passer à une conclusion sur cette première expérience d'Hadès et mettre fin à cette vidéo. Que peut-on dire au bout de ces quelques rounds de jeu en guise de conclusion? Alors, plusieurs choses. D'abord, et c'est l'aspect principal, je trouve que Hades transforme Senseiya en jeu expert plus même. Je m'explique, et ça m'amène aux autres constats, c'est que d'abord, on voit que, comme je l'ai dit plusieurs fois pendant les rounds de jeu, un tour de jeu, c'est excessivement densifié, c'est-à-dire que le joueur a beaucoup plus d'options possibles, de décisions à prendre. Il peut réfléchir différemment pour construire son deck et préparer de nouvelles combinaisons. Ce sont des effets qui sont très très accentués par rapport au jeu de base ou même euh, à des modes de jeu type coop ou Asgard qui étaient proposés avant. Là, on voit qu'avec les enfers, les possibilités sont décuplées, c'est plus du tout la même approche. Donc, de ce point de vue-là, la profondeur étant augmentée, on passe dans une autre catégorie de jeu, vraiment. Ce qui limite aussi peut-être les gens à qui on peut proposer Senseiya avec les enfers de prime abord. Il faut quand même des joueurs qui aient déjà essayé Senseiya, qui ont déjà une pratique, pour qu'ils puissent s'y retrouver, parce que sinon on est relativement perdu. Il est impératif d'expliquer le fonctionnement des épreuves, qui est finalement le moteur qui nous permet d'interagir initialement avec les enfers, parce que si le joueur ne comprend pas ça, il ne va pas aller dans les enfers et il va forcément s'en trouver pénalisé, quoi. Donc je pense que voilà, de ce point de vue-là, c'est forcément limité. L'autre aspect, c'est qu'un joueur expérimenté va forcément dominer un joueur inexpérimenté, parce que les effets de cartes auxquels il faut être attentif sont multiples, peuvent se combiner, peuvent rentrer en interférence avec d'autres effets. On peut aussi envisager différentes stratégies pour empiler des cartes dans les entraves de l'autre, donc ça demande quand même une certaine habitude, et ça c'est plutôt dévolu à des joueurs initiés. Bon, c'est un peu la contrepartie de de cette complexification du jeu qui est bonne et souhaitable hein, pour un joueur initié, mais qui est plus difficile d'approche pour un joueur occasionnel. Que dire d'autre? Je trouve que l'équilibre a été bien préservé parce que Maxime a pris soin d'injecter de nouvelles cartes qui sont principalement des chevaliers d'or. Du coup, il renforce un peu les effets euh, des cartes proposées, mais en même temps, elles sont plus difficiles à acquérir. En même temps, ça va augmenter la fréquence d'apparition des chevaliers d'or et donc ça ne va pas alourdir la durée, enfin ça ne va pas allonger la durée des parties, on reste à peu près à l'équilibre. D'ailleurs, on peut agir hein, sur la durée des parties puisque Maxime nous dit qu'il est possible d'enlever des flammes pour gérer justement cette durée de partie.
Donc voilà, l'équilibre est bien préservé. Euh, de ce que j'en ai vu pour l'instant, les effets, même s'ils sont assez forts, il y a moyen quand même de se débarrasser d'une entrave de manière assez facile, notamment grâce au sens numéro 5 dont on dispose dès le début de la partie. Alors attention, on peut le perdre, hein, il y a des moments où on peut perdre des sens, mais toujours est-il que voilà, on peut quand même gérer assez facilement à chaque tour. On se retrouve difficilement bloqué au jeu, on se retrouve même d'autant moins facilement bloqué qu'on a beaucoup plus de possibilités sur le plateau grâce aux enfers, comparé alors au moment où on jouait qu'avec le jeu de base et où dans certaines configurations de main de cartes, parfois on ne pouvait rien acheter. Si on n'avait pas son armure, on ne pouvait même pas upgrader son héros, donc parfois on ne faisait rien que passer son tour. Avec les enfers, on est quasiment jamais dans cette situation, et ça je trouve que c'est un vrai plus aussi. L'autre aspect un peu moins engageant, c'est qu'on perd un petit peu en fluidité. Je pense qu'en multijoueur, les tours voilà, sont assez longs. Maintenant, c'est compensé par le fait que le joueur adverse ou les joueurs adverses vont être attentifs à ce que va faire chacun, parce que forcément, il y a des menaces directes, hein. Quand quelqu'un prépare un coup pour envoyer une carte d'entrave sur le plateau d'un autre joueur, le joueur en question va tout de suite réfléchir à la manière dont il va pouvoir se débarrasser de cette carte d'entrave au plus vite, et donc bah, il va chercher pendant que celui qui est en train de jouer termine son tour. Donc voilà, je ne sais pas. Mais là, c'est plutôt la manière dont on vit la partie et la manière dont on aime s'investir ou non dans un jeu qui va donner une bonne ou une mauvaise impression, j'imagine. Parce que si on aime bien que les choses aillent vite, eh bien, Senseiya avec Hades va être peut-être vécu plus lourdement, alors que si on aime prendre son temps, qu'on aime calculer un peu ses coups et qu'on aime réfléchir à ce qui se passe, eh bien là, on n'est pas gêné et au contraire, c'est même un plaisir de voir les choses évoluer grâce à l'action des autres joueurs. En fait, on se retrouve à jouer de manière constante finalement, mais de manière directe et indirecte. Je trouve que cet aspect-là accentue encore les interactions entre joueurs. Alors ça, c'est un avis personnel, peut-être qu'il y a des avis différents à venir, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que le nombre d'interactions entre les joueurs est potentiellement très augmenté par les enfers. En mode classique, évidemment, ça doit être encore plus vrai en mode duel, puisque là on est vraiment dans un mode d'affrontement. Néanmoins, j'ai une question qui reste en suspens et je suis pas sûr que je pourrais l'expérimenter un jour, c'est de savoir comment se déroule une partie à 3 et 4 joueurs, quoi. Là, ça doit être vraiment plus lourd avec les enfers. Mais ça reste à voir. Encore une fois, là, j'ai plus des questions que des affirmations à vous proposer. Je vais m'arrêter là, simplement parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Hades, en bien et en moins bien. D'ailleurs, en moins bien, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il est assez contrariant de voir des petites erreurs d'impression sur le matériel. C'est un peu dommage. Il y a un autre phénomène, il y a un autre problème d'impression dont je n'ai pas parlé, c'est que les cartes sont imprimées à l'envers par rapport aux autres cartes. Voilà, si je prends celle-ci par exemple, si je la mets à l'endroit et que je prends une carte des éditions précédentes, si je les tourne, voilà, le Senseiya est dans l'autre sens, ce qui veut dire que si je veux mettre les cartes à l'endroit pour qu'elles apparaissent dans le bon sens, eh bien, je ne vais pas avoir le même dos de cartes. En tout cas, il va être différent. On voit aussi qu'il y a des différences de teintes, des différences de teintes. Donc tout ça, c'est des petits problèmes d'édition qui sont un peu dommages quand on vient accumuler les différentes boîtes de jeux. Mais je trouve que vraiment le plus embêtant, c'est ce sens d'impression qui n'est plus le bon, quoi. Voilà, là on se retrouve avec des cartes en sens inverse. Ça, je trouve que c'est vraiment gênant. Bon, la différence de teinte, il y a tellement de nouvelles cartes que ce n'est pas si grave finalement. C'est pas comme s'il y avait que quelques cartes et qu'on puisse les repérer tout de suite. Là, il y a tellement de nouvelles cartes dans la réserve que de toute façon, il est impossible de distinguer quelle carte est laquelle. Donc bon, c'est moins grave. Mais le sens des cartes, c'est vraiment gênant parce que
ce sens-là ne concerne que les cartes d'Hadès. Donc on voit tout de suite qu'on a affaire à une nouvelle carte d'Hadès, et quand on sait que c'est principalement des chevaliers d'or, eh bien, si on n'y prend pas garde, eh bien, on va repérer un chevalier d'or arrivé au sommet de la réserve. Donc il faut vraiment faire attention quand on constitue la réserve de bien ranger les cartes, quoi. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est pas un énorme problème, c'est juste une petite imperfection euh, qui est assez étonnante compte tenu de la qualité globale du jeu qui reste au rendez-vous, hein. Les cartes du Styx sont superbes, le tapis, tout ça, il n'y a rien à dire. Enfin, le matériel est toujours très très à la hauteur. On, on ne peut que se féliciter, surtout quand on voit le prix de la boîte qui reste à une trentaine d'euros. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement positif. Voilà, j'ai forcément mentionné les quelques problèmes d'édition, mais c'est pas ce qu'on va retenir principalement. Pour terminer, comme je vous le disais, eh bien, je voulais vous montrer le matériel qui restait dans la boîte et qui est plutôt utilisé pour le mode duel. Alors, on trouve d'abord deux grands plateaux, voilà, avec de nouveaux effets, mais là, ce ne sont plus un héros, mais des groupes de héros qu'on va utiliser. Et il y a un groupe des enfers et un groupe des cieux, quoi, voilà, qui vont s'opposer. On a aussi des compteurs correspondant à chaque groupe. Alors, il y a des règles particulières pour le mode duel que je ne connais pas encore. On a aussi des tokens, un petit peu comme dans Asgard, et puis des standees aussi, voilà, qui représentent les groupes de chevaliers qu'on va utiliser. Donc on a encore beaucoup d'options de jeu. Il y a aussi un certain nombre de cartes qui vont servir à constituer le deck de base de chaque groupe, ou même un peu comme les decks propres à chaque héros. Là, c'est un deck de base pour chaque groupe, voilà, qui sont d'ailleurs assez valorisants, puisque ce sont des chevaliers d'or qu'on a en main. Voilà, soit avec des armures sombres, soit avec des armures d'or, donc c'est très cool. Et puis il y a une nouvelle carte, c'est une combattante divine, donc c'est une nouvelle carte, hein, je ne sais plus comment on la récupère, mais voilà, encore une nouvelle mécanique que nous propose Maxime dans ce mode de jeu original. Enfin, on a les maisons, je crois. Ouais, c'est ça, on a les maisons qui viennent modifier les règles du jeu aussi pendant une partie en mode duel. Donc voilà, on a encore pas mal d'apports. Je regarde si j'ai rien oublié de vous montrer. Non, après ce sont des jetons divers et variés. Voilà, donc on est sur quand même une extension qui amène énormément, notamment pour les joueurs qui jouent en multi. Si je dois conclure cette conclusion, eh bien, je vais simplement dire que je suis très heureux d'avoir acquis cette extension. Je trouve Hades extrêmement intéressant et j'ai qu'une envie, c'est de l'expérimenter en multijoueur. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser digérer ces commentaires à rallonge. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties, de nouvelles aventures. Peut-être que je proposerai finalement une partie complète en mode Hades pour Senseiya, c'est pas impossible. Mais pour l'heure, je vous quitte. Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut.